Il est de ces hommes qui auront marqué leur temps et leur ville. 4 décennies durant, des années 60 aux années 2000, dans une époque aux mutations considérables, Paul Chollet a fait partie du quotidien des Agenais. Le pédiatre a soigné leurs enfants, puis le conseiller général, le maire et le député a œuvré au rayonnement de cette ville moyenne. En privé, le docteur Chollet laisse le souvenir d'un paysan duracois dans l'âme, travailleur, gourmet et gourmand, épris de culture et de rugby, ému par un esprit de fraternité indéfectible. C'est le père de la pédiatrie moderne, hein. On ne le dit pas assez. Hein. Il avait à votre égard et à l'égard de tout le monde une attitude du médecin. Le médecin qui prend le souci des personnes qu'il rencontre. J'ai des souvenirs de départ de voyage à Agen vers Saint-Lary, où on allait faire du ski. Bon, c'était la voiture, elle était à 140% de coefficient de remplissage. Moi j'arrive à Agen, je ne connais pas, donc c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il m'a rassuré tout de suite en me faisant comprendre qu'on avait les mêmes valeurs, on aimait le rugby, la nourriture et les copains. Quand il m'a reçu dans son bureau, je lui dis simplement comment je dois vous appeler. Vous m'appelez comment avant? Docteur, et vous m'appelez docteur. C'était quelqu'un qui observait et qui voyait presque à travers, quoi. Parce que c'était un très bon médecin aussi. Et c'est pas un hasard s'il a été un très bon maire, un très bon député, tout ce qu'on veut, c'était un très bon médecin. On est au début des années 60. Le jeune pédiatre connaît des débuts difficiles dans la profession. Il ira alors à la rencontre du docteur Esquirol et du docteur Roch afin de pouvoir hospitaliser dans chacune de leurs cliniques des nouveau-nés atteints d'une maladie mortelle. On perdait des enfants de simple gastro-entérite. On appelait ça une toxicose à l'époque. Les enfants se vidaient, on était incapable de les perfuser et c'était des histoires dramatiques. Ils sont à sec. Ils sont à sec, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des 15%, 20% de leur poids et de la quantité d'eau qu'ils avaient. Les pédiatres sont arrivés avec une technique de perfusion sur la fontanelle qui permettait d'attraper une veine encéphalique et de réhydrater les enfants par une perfusion intracrânienne. Mais dans les petites villes secondaires, il faut que quelqu'un soit assez costaud, héroïque et se lance dans cette aventure. C'est le cas de Paul Chollet qui, à Agen, va devenir immédiatement efficace en réhydratant les premiers enfants qui arrivent à la clinique Esquirol et où là, il va se lancer et réussir et sauver des enfants sur place. Soigner son prochain, un véritable sacerdoce pour le chrétien docteur Chollet qui puise son origine dans un drame intime survenu dans la maison familiale de Savignac de Duras. Paul a 18 ans et assiste à la mort de son grand frère Étienne, admiré de tous. Il meurt à 20 ans d'une péricardite tuberculeuse. Vous voyez, c'est à l'époque, c'est dans les années 50, avec à ce moment les premiers antituberculeux sortaient. Et c'est exactement ce que je vous dis sur la diarrhée aiguë, la gastro-entérite, c'était pareil sur des affections bénignes qui détruisaient des familles. Ses études portent le jeune Paul à Toulouse pour y devenir pédiatre, mais les racines vigneronnes ne sont jamais loin, et la valeur travail qui va avec non plus, une valeur que lui aussi, une fois devenu père, comptera bien transmettre. Ces enfants faisaient le début des vendanges, et surtout, ce qui ne leur plaisait peut-être pas trop, ils venaient ramasser les prunes. Parce que vous savez, autrefois, on ramassait les prunes à 4 pattes, hein, il n'y avait pas de machine. Donc, mais bon, c'était la bonne ambiance, il y avait, avec les oncles, les tantes, avec les cousins, avec moi, tout ça, ça se passait très bien. Mais ils voulaient qu'ils aient un rapport à la terre. Un rapport à la terre qui ne soit pas artificiel, qui ne soit pas folklorique, qui sachent vraiment ce qui se passe. Il y avait 30, 35, 40 bonhommes qui venaient, femmes qui venaient pour les vendanges. Ma grand-mère, avec son statut physique assez impressionnant, faisait manger tout le monde à midi et le soir. Les types dormaient dans la grange. Mais tu avais dedans, il y avait des anciens repris de justice, il y avait des mecs qui venaient de Belgique, on ne savait pas trop ce qu'ils avaient fait avant, tu avais des types qui venaient chaque année du Maghreb ou de pays du Kosovo, je ne sais pas de où. Vous voyez, donc il y avait cette ouverture à la différence.
Cette passion du vin, de la viticulture, ne quittera jamais Paul Chollet. Dans une certaine mesure, elle participera même à sa manière de penser son action politique. Il me disait toujours, un vigneron est un type extraordinaire. Je dis, oh, pourquoi? Mais parce que c'est le seul qui, dans ce genre de profession, fait le parcours complet. Chaque millésime, il a participé. Il n'a pas vendangé, mais il était au milieu des vendangeurs. Ça, de toute façon, il tenait. Il était au milieu des cuves à vin, du raisin qui coule du pressoir, ça, il y tenait. Il a été un peu, je vais dire, le porte-drapeau de la cave et de l'appellation Duras. Ça, de toute façon, il ne buvait que du... Enfin, principalement du Duras. Mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même une petite fille qui a épousé un vigneron provençal. Donc, c'est bien. Il a laissé quelques gènes par là-bas. Quand on faisait des résidences de chant, puisque j'écris du chant choral en particulier, il arrivait toujours avec deux choses. Il arrivait avec un cajot de pommes, des chanteclers, parce qu'il disait que chanteclers, et en même temps toujours une caisse de Duras, de Duras rouge. Mais voilà, ça raconte qui il était. Il a été 2 ans en Algérie, à El Oued. C'est une période qui l'a énormément marqué. C'est quand même au fin fond du Sahara, hein, voilà, au sud de l'Algérie, avec donc un aide de camp, et donc il soignait les blessés de guerre pendant 2 ans. Il a toujours dit que ça l'avait beaucoup formé sur la connaissance des autres et sur l'ouverture à la différence. De retour en France en 1960, direction Agen. Paul Chollet a 32 ans, il ouvre son cabinet de pédiatrie rue Arago. Et jusqu'au mi-temps des années 80, le docteur Chollet fait des miracles et gagne le cœur des Agenais. C'est l'époque des bébés Chollet. J'ai un de mes enfants qui avait beaucoup de température, qui était pas bien. C'était un dimanche de Pâques. Je vous laisse imaginer, trouver un médecin un dimanche de Pâques. Eh bien, le docteur Chollet est arrivé vers 11h30, sorti de la messe au midi. Il est venu consulter chez nous, alors que nous n'avions pas de relation particulière, autre que de patient à médecin. Il a compris tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Il a fait hospitaliser notre enfant, qui a été sauvé d'une déshydratation qui aurait pu être fatale. Et il a même eu la conscience professionnelle de passer le soir, à 10h du soir, le dimanche soir, à la clinique où elle avait été hospitalisée pour vérifier que tout allait bien. J'avais 7-8 ans à peu près, et rien de grave, mais sûrement une forte grippe avec une fièvre qui était forte depuis longtemps, depuis plusieurs jours. Donc j'étais alité et pas très bien. Et un soir, c'était tombé du jour, début de soirée. J'étais au lit, j'avais juste une lampe de chevet qui éclairait ma chambre, et à un moment donné je me suis retourné, et à l'encadrement de la porte se tenait le docteur Chollet. Alors c'était assez impressionnant parce qu'il prenait la totalité de l'encadrement, que ce soit en largeur et presque en hauteur, mais j'ai vu son petit sourire qu'il arbore souvent sur les photos, bienveillant, ce regard un peu langoureux, et là j'ai ressenti vraiment un sentiment, au-delà de la bienveillance, de sécurité. Partout où je l'amenais, que ce soit même à 100 km, 150, les gens le connaissaient et ils me disaient tous « il a sauvé mon fils, il a sauvé ma fille », il était aimé. Si le pédiatre est tant aimé, c'est aussi parce que dans l'ombre, déjà, sa femme Monique est bien plus qu'une épouse. Elle est l'indispensable partenaire d'un binôme qui, jusqu'au bout, permettra de trouver une harmonie entre vie personnelle et vie professionnelle. C'était une pharmacienne qui avait un poste important à l'université de Toulouse, de pharmacie. Elle était connue des médecins et des pharmaciens. Elle avait une carrière universitaire qui aurait pu s'annoncer devant elle. Et puis l'histoire de vie a fait qu'elle a rencontré donc, mon père. Et là, elle a bifurqué vers, à l'époque, un destin complètement différent. C'est-à-dire de créer une famille avec beaucoup d'enfants, puisqu'ils en ont fait 5. Elle avait une organisation remarquable. Voilà. Par exemple, en cuisine, vous voyez, c'était ces femmes qui étaient aussi capables, avec 3 tomates, 2 pommes de terre et un oignon, de vous faire un plat familial le soir, pour tout le monde, où on se régalait.
Épaulé par Monique, le docteur Chollet est un médecin du XXe siècle, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, symbole d'une époque. C'est le souvenir d'un médecin qui faisait le job, comme les médecins à l'ancienne, qui assumait sa responsabilité totalement, qui travaillait vraisemblablement 70 heures par semaine. Je l'ai vu arriver dans d'autres circonstances le soir avec les lacets défaits, pas rasés, dans un état. Mais il était 20h, 20h30 et il assumait sa fonction. Le docteur Chollet donne de son temps, de son énergie, de ses compétences. Il offre une oreille aux enfants, une écoute attentive aux parents inquiets. Et à la maison, le père Paul Chollet est souvent absent. Pourtant, ça fonctionne. Il ne nous a jamais manqué, alors qu'il était peu présent. Juste pour rappeler qu'à une certaine époque, il venait manger entre nous entre midi et 2, avec le téléphone sur la table, il restait 10 minutes, et pendant les 10 minutes, il y avait 3 coups de fil. Mais une organisation, une symbiose de ce couple faisait que dès que ça partait un peu en vrille chez les enfants, il savait être là et remettre les pendules à l'heure pour que ça fonctionne mieux. Ce savant équilibre entre une vie professionnelle dense et une vie familiale saine, le couple et les enfants Chollet le trouvent à Colayrac-Saint-Cyr, sur les hauts contreforts de la vallée de la Garonne, à Bel-Air. Ma mère avait, avec mon père, projeté d'acheter quelque chose à la campagne. Et c'est dès les années, fin des années 60. Et ça permettait effectivement aux 5 gamins et à leurs copains de venir jouer le jeudi après-midi et les week-ends ici. Un bol d'air familial, mais aussi une soif vitale de mettre les pieds et les mains dans la glaise. Contraint à une vie urbaine, d'abord à Toulouse pour ses études, puis au 9 rue de l'Argenterie à Agen pour exercer, l'homme, le rural, a besoin de se mettre au vert. Sa maison de campagne, c'était ça. Il ne fallait pas lui parler de travail. Il avait quelques pieds de vigne, 2 ou 3 poignées, voilà, et il était bien. Là, il était bien. Il revenait ce qu'il était au départ, quoi, hein. Ce qu'il n'a jamais cessé d'être. Il avait besoin de se reconnecter par ses origines terriennes, je dirais à son père, à sa mère, à Duras un peu. Et donc, ça faisait d'ailleurs bien rire mes oncles, c'est-à-dire ses frères, parce qu'il a installé 2 rentes de vignes assez minables d'ailleurs. Sur les premiers sur la première ère là, et puis il se moquait de lui. Et puis après, il a eu une phase avec, c'est vrai, les moutons. Il cherchait un mouton, à un moment donné, il avait du mal. Il voulait un mouton pour Bel-Air, pour sa maison de campagne. Et j'y ai trouvé un mouton, et ce mouton, il l'appelait Obaz, donc Zabo, voilà. Et ça a été aussi une belle histoire entre nous, parce que ce mouton a fait partie de sa vie très longtemps, jusqu'au moment où il a pu s'en occuper. Et voilà, il y avait aussi Obaz entre nous, j'allais dire. Que ce soit à Bel-Air ou au 9 rue de l'Argenterie, les Chollet ouvrent grand leurs portes. Le couple est chrétien, pétri de valeurs, et l'hospitalité en est une cardinale. La famille Chollet savait accueillir et recevoir. Et je me souviens, lorsque je suis arrivée le premier jour où j'ai commencé à travailler chez eux, j'avais débordé largement sur les horaires et je n'ai pas pu repartir sans avoir droit à un rafraîchissement et un petit encas pour reprendre la route. Voilà, pour moi, c'était déjà un bon début chez eux. Mon oncle Paul avec son épouse Monique, ma tante, tous les ans partaient en vacances. Ils ne sont jamais partis sans amener un neveu ou une nièce. Ils nous ont toujours fait participer à leurs vacances. Leurs enfants sont venus chez nous. Et tout ça, quand on y allait, ça faisait un enfant de plus. Donc Paul et Monique avaient déjà 5 enfants. Ils se retrouvaient aux vacances avec 6. Voilà, 6 ou quelquefois plus. Et elle a toujours accepté ça. Les Agenais savaient qu'il y avait auprès d'elle un réconfort et des paroles qui étaient à la fois fortes et aidantes. Aidantes pour les familles qui passaient et qui étaient en difficulté. Après, elle avait cette facilité aussi, les commerçants du marché s'en souviennent, d'être assez exigeante sur les denrées qu'elle allait acheter au marché parking pour ses enfants. C'était un refuge. On a les parents comme un refuge, mais il y a toujours, on parlait plus facilement
nos problèmes, et tous mes cousins, je suis persuadé que c'était ça. On en parlait plus souvent à notre oncle Paul. C'était un père. Pour moi, c'était mon père, parce que j'ai perdu mon père très jeune, il avait 64 ans, et je lui ai toujours dit au docteur, on en a parlé, vous savez, vous êtes mon deuxième père. Une famille bienveillante, accueillante, qui rapidement, après son arrivée à Agen dans les années 60, nouera des relations. Parmi elles, la famille Dionys du Séjour. Et deux familles sympathisent, elles sympathisent par l'école, comme d'habitude, toujours. Et François Chollet, qui est devenu le frère de Pierre, qui est devenu l'ami de ma vie, on est gosse à Adèle de Trincléon, qui à cette époque s'appelait Sainte-Foy, et à Félix Jonac, ensemble. Donc il y a d'abord, avec mes parents, nos parents, une amitié de parents d'élèves. Voilà. Bon. Et ensuite, on discute, et les parents se trouvent des points de convergence, notamment avec ma mère, qui est prof de philo. Alors, le docteur Chollet aimait beaucoup parler philo, tout ça. Et ils font des choses ensemble, notamment l'UNICEF. Dans les fondateurs de l'UNICEF à Agen, il y a le docteur Chollet, Madame Vendeau et bien d'autres encore, et ma mère. Cette amitié va rapidement prendre une tournure plus intime à la faveur d'un drame traversé par les Dionys. On est en 1968, la mère du jeune Jean décède brutalement alors qu'il n'a pas encore 12 ans. C'est pour nous vraiment ce que j'ai appelé la grande catastrophe. Et là, effectivement, il y a un geste, mais d'une bonté extraordinaire du docteur Chollet, qui est de son épouse, Monique, qu'il faut vraiment associer là-dedans, qui est de dire, qui est de venir voir mon père, et qui est de dire, bon voilà, on va prendre Jean, on va le prendre, il dormira chez nous le mercredi soir, il passera les vacances avec les gosses, etc. Et donc, et c'est ce qui se passe, ils ont déjà 5 enfants. Vous imaginez, enfin moi, nous on a vécu ça. Je dis souvent à ma femme, est-ce qu'on aurait été capable de poser un geste comme ça? J'en sais rien. C'était une phase terrible pour Jean. Hein. Moi, Jean a 12 ans, nous, il était très dans la classe de François, mon frère aîné, donc ils avaient et puis nous, les autres frères et sœurs, Jean-Baptiste, moi, Véronique et Emmanuel, on dit, ben Jean, il a perdu sa maman. Donc pour les enfants de l'époque qu'on était, ça perturbe. Hein. Aussi, bon, Jean, lui, bien sûr, le pauvre était dans une situation catastrophique, de douleur, de perdre une maman à 11 ans. Et là, c'est la vérité, c'est clair, c'est mon père et puis ma mère, qui a pris l'engueule comme si c'était son gamin, hein. C'est ça qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire quand il faisait une connerie, il se faisait engueuler comme nous. Hein. C'est clair. Hein. Et puis il avait les mêmes mots. Imaginez que pendant ces 6 ans-là, j'ai été de la fratrie. Alors, et pour moi, le Neuf de l'Argenterie, ça a été vraiment la maison du bonheur. Parce qu'il y avait de la vie, on était 5 plus 1. Hein. Il y avait vraiment un rayonnement exceptionnel du docteur Chollet comme père de famille. Et moi, j'étais très touché par les mots de Pierre lors des obsèques en disant, parce que je n'étais pas le seul qui a bénéficié de cette générosité. Il y avait plusieurs autres enfants un peu dans des situations compliquées. Pierre a parlé de père partagé, et c'était ça. Et franchement, c'est un geste absolument magnifique et qui, de fait, m'a construit. Puis nous, on est très favorable à partager ce père et cette mère. C'est pour ça qu'ils ont été des parents partagés. Et donc pour Jean, c'était très important. Parce que Jean a repris une force à l'intérieur de cette famille, grâce à mes parents et grâce à nous aussi. Nous. Hospitalité, charité, bonté, amour du prochain, plus que des concepts chrétiens, des préceptes humanistes que le couple Chollet applique dans son quotidien avec une exigence de fraternité en ligne de conduite. Ne jamais se laisser aller à l'indifférence.
Donc toujours être à l'écoute, en veille de ce qui se passe autour, regarder tout le monde. 2, respecter les différences, et Dieu sait qu'Agen est une ville avec des gens de grande variété de situations. Et 3, tendre la main à tout le monde. Filer un coup de main, être aux côtés des gens face aux difficultés. Et donc ça, oui, c'est une exigence de fraternité, mais c'est, comment dirais-je, c'est un standard éthique, moi dont j'essaye depuis 35 ans de me nourrir, mais j'en mesure tous les jours la difficulté. C'est compliqué de ne pas être indifférent, c'est compliqué d'être ouvert aux différences, et c'est compliqué de s'investir concrètement dans « il a besoin d'un coup de main, je suis... » Vous voyez? Voilà, et Chollet, c'était ça. C'était quelqu'un qui était imprégné du christianisme social. Dans ce que peut avoir de dur la religion chrétienne, et aussi de magnifique. Quelqu'un de... Moi, j'ai appris aussi à donner au contact du docteur Chollet. C'est quelqu'un qui donnait du temps, qui donnait de l'argent, qui donnait. Il arrivait même parfois qu'il donne un billet avec ses propres deniers pour aider les personnes en grande difficulté financière, notamment des mamans qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois pour nourrir leurs propres enfants. Quand il a été député maire, chaque année il recevait beaucoup de cadeaux, de vin de Bordeaux, tout ça, parce qu'il côtoyait du monde, hein, beaucoup. Et tous les cadeaux, Mme Chollet elle les notait, elle me les donnait, je les amenais au CCAS pour redistribuer pour Noël aux gens, pour leur donner à boire du bon vin, tout ce qu'elle recevait. Donc il ne gardait rien. Humaniste et bienveillant, mais pas optimiste béat. Le docteur Chollet est un fin connaisseur de l'âme humaine, et lui, qui n'est pas encore un élu de la République, a ce qu'il faut pour le devenir. Incontestablement, il avait du charme. Il avait de l'allure, il avait la classe, il était grand. Intellectuellement, écoutez, c'était un homme instruit. On pouvait parler avec lui d'histoire, de philosophie, de littérature. Il suivait les évolutions sociétales. Il était également très, très féru de religion, de philosophie. Bref, c'était un esprit vraiment humaniste et très éclairé. Un personnage, quoi. Grand, de la classe. C'est un humaniste. Quelqu'un qui était un sage de ce côté-là. Pour moi, c'est quelqu'un de proche du peuple. Ouais. Il avait un œil d'abord extrêmement pétillant, bleu là, derrière ses sourcils épais, et cette façon de regarder les gens et de comprendre plus vite presque que la pensée de la personne qu'il avait en face, c'était hallucinant. Il y avait en permanence dans son regard une lueur d'ironie de deuxième degré qui faisait sentir chez lui un humour caché. Et qui traduisait une grande bienveillance envers les autres. Il avait toujours cet éclair-là dans les yeux, un peu malicieux et intelligent. Voilà. Il était d'une grande élégance et d'une grande intelligence. Le seul défaut que je lui connaissais, et dont je n'ai pas été très souvent le témoin, mais quand on en a été le témoin, on s'en souvient, il était capable de piquer des colères. Ça montait à toute vitesse, ça redescendait immédiatement, ça transpirait toujours la bienveillance, mais quand ça soufflait fort. Les années passent, ce sont les années 70, et le docteur Chollet s'implique de plus en plus dans la chose publique. Il se rapproche du maire d'alors, son confrère le docteur Pierre Esquirol. Malade, Esquirol décède en 1981, le choc est retentissant à Agen. Georges Ritchie lui succède, Paul Chollet est sur la liste et il est promu adjoint. En cette fin 81, il entre aussi au département, élu lors de l'élection partielle ordonnée pour remplacer le docteur Esquirol. Pourtant, si les Chollet représentaient une prise de premier plan, Paul n'était pas le choix numéro 1. Ma mère a été une des premières, a été contactée par les politiques locaux avant mon père. Peu de gens le savent, ça. Et ils avaient très bien senti l'impact de ma mère, qui était adorée par les gens, et avec ses 5 enfants, voilà, et tout ça. Et elle n'a pas voulu, elle est restée dans son cadre, qui était son cadre de « allez, je pousse les 5, je les suis, mais c'est pas moi. S'il y a quelqu'un qui doit y aller, c'est Paul. » Ça s'est fait dans cette maison, entre autres, parce qu'il avait un frère qui était au conseil général.
Et ce frère venait déjeuner à cette table, en particulier le jour où je remplaçais. Et j'ai rencontré donc ce frère aîné, Lucien, et je pense que Paul l'interviewait, Paul lui posait des questions. Il considérait qu'un peu de philanthropie pouvait avoir un intérêt. À force d'être pédiatre, il s'aperçoit que quand même on peut faire beaucoup mieux sur la pédiatrie sociale, sur la pédiatrie préventive, si un peu on s'organise mieux dans la collectivité. Et donc, au tout début, il part en 1981 en tant que conseiller général. Il y rejoint son frère Lucien, c'est pas banal. Les collègues du conseil départemental les avaient baptisés le Cholet des villes et le Cholet des champs, en référence à la fable. Je trouvais ça rigolo. Sous la présidence de Jean-François Poncet, Paul Cholet fait ses armes et détonne déjà par son anti-sectarisme et son peu d'intérêt pour la politique politicienne. Nous sommes en 1986, la France est présidée par un François Mitterrand très contesté quand arrivent les élections législatives. Contre toute attente, Paul Cholet est investi, remporte le scrutin et entre à l'Assemblée nationale. C'est grâce à Jean-François Poncet qui, dans son analyse politique, se dit, face à Christian Loricergue, cacique du Parti socialiste, très connu et reconnu, avec ses réseaux, avec une influence certaine, qui est assez intéressante en plus. Comment voulez-vous mettre quelqu'un qui puisse gagner en face de lui? Et avant, et je me souviens très bien des propos de mon père, il n'y a pas de candidat à mettre en face de Christian Loricergue. Et Jean-François Poncet se dit, on se trompe, on va chercher, on est en train de réfléchir à chercher à l'intérieur de notre équipe quelqu'un de politique, type RPR de l'époque, pour contrebalancer le Parti socialiste représenté par Christian Loricergue. Et Jean-François Poncet dit, non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. On va aller chercher quelqu'un qui n'a pas une tête politique, qui n'est pas une identité politique forte, mais qui a le cœur des Agenais. L'ascension politique du docteur Cholet démarre véritablement ce 16 mars 1986. Il profite de ces 2 ans de cohabitation pour travailler dur et se créer des réseaux. Il est réélu en 88, résistant à la vague rose post-présidentielle. Bête noire de Christian Loricergue, qu'il bat au second tour de 448 voix sur plus de 58 000 votants, il acquiert alors une vraie stature politique. Entre-temps, il a commencé à se constituer une équipe, son épouse Monique, évidemment, Michel Daniel et Bernard Lucet. Oh, ça me ramène au printemps 1986. À l'époque, je traverse une période de ma vie un peu compliquée. J'ai perdu mes parents, je suis planté professionnellement et j'ai posé ma candidature pour devenir assistant parlementaire d'un député que je ne connais pas, dans un département que je ne connaissais pas. Et il y a eu tout un processus dans le recrutement. Et puis, j'ai reçu un jour un télégramme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les SMS, me demandant de me présenter au 9 rue de l'Argenterie un dimanche, à 14h30, ici, dans cette pièce, sur ce canapé. Et c'est là que j'ai été recruté par le docteur Cholet. Monique était très présente à ses côtés, enfin, omniprésente à ses côtés et travaillait avec lui au quotidien, mais elle faisait alors, elle aidait dans ses tâches de parlementaire, mais aussi jouait à fond son rôle d'épouse, parce que lorsqu'il partait, il avait toujours le sandwich préparé à l'avance, la valise prête pour aller prendre le train ou l'avion. C'est quelqu'un de très attentif. Madame Cholet présidait à tout ce qui se passait ici à la permanence. C'était une... Oh, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'était une louve qui protégeait son mari. Toujours effacée, toujours derrière, extrêmement discrète, mais dès qu'il s'agissait de son mari, elle était présente. On est en juin 88. Dans 6 mois se profilent les municipales et Paul Cholet, fort de ses récents succès, vise la mairie d'Agen, bien encouragé par ses amis. Vous voyez déjà que Napoléon perçait sous Bonaparte. Il avait déjà quand même bien avancé, bien mûri ses idées politiques et son programme, entre guillemets. Et donc on souhaitait que ce soit lui plutôt qu'un autre. Donc la liste était constituée de personnes qui venaient de la droite républicaine jusqu'au centre-gauche. Et donc moi j'étais à l'époque membre du RPR et il voulait quelques jeunes sur la liste, mais en fin de liste. C'est vrai que je ne le connaissais pas, mais j'ai tout de suite
aimait à la fois l'homme, son humanisme, son refus du sectarisme, et le fait que pour lui, il y avait ni droite ni gauche. On était embarqués dans une même équipe pour travailler pour la ville. Depuis, on a vécu des grands chamboulements politiques, y compris l'affaiblissement du clivage droite-gauche, etc. Mais le docteur Chollet, bien avant tout ça, il a été un peu prophétique. Il a, je le renvoie, dans la composition de sa liste, il est allé chercher des gens de gauche, il est allé chercher des écologistes, Daniel Soulignac, donc dans cette espèce de volonté de rassembler, et puis dans la critique, donc partisane, il a dit les gens surjouent les différences entre la droite et la gauche, moi je ne rentrerai pas là-dessus. Donc c'était quelque chose de très fort, ça. La liste est une chose, encore faut-il étoffer la garde rapprochée. Les sondages sont plutôt favorables et Paul Chollet pense qu'il serait bon de se faire épauler par un jeune ingénieur agenais, alors en poste à Toulouse et qu'il connaît bien. J'ai besoin d'un directeur de cabinet, j'ai pensé à toi, ça te permettra de revenir sur Agen, plutôt que de faire les navettes Toulouse-Agen. Et je revois très bien la discussion que j'ai avec lui, je lui dis « Mais docteur, je suis un ingénieur, qu'est-ce que je peux faire vraiment dans ce monde des collectivités locales ?» Et il a cette phrase magnifique, il me dit « Je me suis renseigné, un directeur de cabinet, il faut qu'il ait deux qualités. Il faut qu'il soit fidèle et qu'il sache faire les additions. » J'ai éclaté de rire et je dis, je pense que je coche les deux cases, oui, effectivement. Il me fait venir un jour et il me dit, Bernard, je vais vous présenter quelqu'un. Et je vois un grand mec qui se lève. Il s'appelle Jean Dionis, c'est un Agenais, il est à Toulouse. Si on gagne les municipales, il vient nous rejoindre dans l'équipe. Très bien, bonjour, je suis reparti. Et puis 3 mois après, ou 3-4 mois après, quand Paul Chollet a été élu, j'ai commencé à travailler avec Jean. Ils ont en commun, alors le même degré d'exigence, tous les deux, la même capacité de travail, le même, j'allais dire, fond philosophique d'attention portée aux autres. Mais pour le reste, il n'y a pas plus différent que ces deux-là. Et je pense que c'est cette différence que Paul Chollet est allé chercher chez Jean Dionis. Et donc il a fait avec Jean un tandem qui était assez redoutable d'efficacité, ouais. et plaisant à vivre. Lorsque Paul Chollet faisait son discours introductif avant le conseil municipal, Jean Dionis connaissait le discours par cœur. Et je le voyais, il le disait, il ne le lisait pas, il le disait. Une fois élu, Paul Chollet veut faire bouger la ville et il va multiplier les initiatives pour créer un électrochoc et inscrire Agen dans son temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi le bon diagnostic pour la ville d'Agen? C'est quoi le bon diagnostic pour le district de l'époque? Comment on va faire Agen isolé, sur une toute petite surface, alors avec plein de villes autour? Et c'était ça aussi qu'il a construit. Agen, pour lui, c'était une ville moyenne avec un potentiel. Ce potentiel était sous-estimé. Et qu'il fallait absolument faire tout ce qu'on avait à faire à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, pour construire une influence agenaise. Et ça, c'était passionnant. Et moi, j'ai gardé cette leçon-là. Il pensait au développement économique d'Agen. Il voulait faire d'Agen une ville d'avenir, du futur, et pas simplement coincé entre Agen et Toulouse. Voilà, il voulait qu'il y ait des facs pour les jeunes. Il a réaménagé la ville, qu'on soit d'accord ou pas avec les aménagements qu'il a proposés. Il a essayé d'avancer, d'accorder la ville aux mutations du moment, avec plus ou moins de bonheur, ça chacun peut juger, mais c'était l'explosion partout, des périphéries commerciales, et il a un peu sacrifié à cela, mais je pense c'était extrêmement difficile de ne pas subir cette influence et de ne pas y souscrire partiellement. Il vivait avec son temps, il ne voulait pas surtout freiner, il fallait accepter les choses nouvelles, les intégrer intelligemment,
et voir quelle était l'utilité, ne pas s'opposer à la science, mais voir ce que la science pouvait apporter de nouveau dans le développement, etc. Quand je lui rendais visite le matin, bien souvent, il me disait « Bon, aujourd'hui, Christine, on va partir se balader en ville. » Il voulait assister à la transformation d'Agen, SAMU, voilà, voir comment elle évoluait. Et chaque fois, au hasard de nos rencontres, il y avait beaucoup de gens, de personnes, des Agenais, qui venaient à sa rencontre, lui parler, lui demander des conseils. Il y avait vraiment cette proximité. Il aimait les gens vraiment des plus humbles aux plus grands. Il aimait bien aller au marché couvert le samedi ou au marché du pain le dimanche matin. Et il avait toujours son petit carnet de notes dans sa poche parce qu'il savait qu'il risquait d'être sollicité. Donc il prenait des notes, il gribouillait quelques notes au coin d'un étal et nous en rendait compte le lundi matin pour faire le débriefing et faire ce qu'il fallait derrière. Les 2 mandats, d'abord jusqu'en 1995, puis jusqu'en 2001, voient sortir de terre des projets structurants pour la ville. Paul Chollet les pense pour durer et asseoir la place d'Agen dans ce 21e siècle qui s'ouvre. Il y a eu la rénovation du cœur de ville. Alors je peux en parler parce que j'étais en charge du dossier des commerçants et notamment la réhabilitation du marché couvert pour faire entrer ce marché voilà, dans une ère plus moderne. La rénovation du boulevard de la République. Et puis, Paul Chollet parlait du coup du siècle, mais c'est vraiment l'arrivée de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Donc ça a vraiment été un élément phare de son mandat. Le maintien du 48e régiment aussi. Et puis après, tout le reste, la rénovation du quartier de Montanou. Bon voilà, je crois qu'il avait une vraie vision pour la ville et il a fait rentrer Agen dans l'ère moderne. Il voulait installer cette cité de la Moyenne-Garonne. On lui disait, ouais, mais Moyenne-Garonne, c'est pas très joli, ça fait un peu moyen, c'est pas terrible. Oui, mais voilà, il y a la Haute-Garonne, il y a la Gironde et il y a la Moyenne-Garonne qui doit trouver une identité. Et c'est là où il s'inquiète, notamment au début, vous voyez, quand les villes moyennes, à la fin du siècle dernier, jusque dans les années 2000, sont en difficulté quand même. Tout part dans les grandes villes, les grandes métropoles, Toulouse, Bordeaux. Et la réussite majeure pour moi, c'est vraiment l'ENAP. Un jour, nous partions à Toulouse, il était exactement, je m'en souviens toute ma vie, 13h10 de l'après-midi, le téléphone sonne la voiture, et c'est monsieur le ministre, monsieur P. Ménery, qui est un ami à lui, qui l'appelle et lui dit « Paul, tu as l'ENAP ». Et là, tout de suite, il s'est mis à taper sur mon épaule, sur la tête, le plafond. On a l'ENAP, monsieur Montal est là. C'est magnifique. Et la stratégie de la Moyenne-Garonne, même si certains s'en moquaient parce que c'était moyen, non, c'était ça. C'est-à-dire on consolide la ville avec des services publics, 48e RT, ENAP, voilà. Donc ville forte sur ça. Et derrière, on construit l'agglomération agenaise pour faire un bassin agenais qui est effectivement, je dirais, de la gueule, et puis ça en a, mais non, c'est quand même un bassin maintenant de plus de 100 000 habitants. Paul Chollet est en mission pour Agen. Député maire jusqu'en 1997, où il est battu après la dissolution. Il reconnaîtra que ce ticket député maire est le meilleur atout pour faire avancer les dossiers. Dans son fief, sa manière de gérer ses équipes et de prendre ses décisions en est également un atout. Gros bosseur, pas toujours facile, il n'est toutefois pas adepte de la verticalité. Il préférait l'horizontalité, il préfère le dialogue, la construction du dialogue, la participation des uns et des autres. Les ordres doivent être... Si on veut être écouté et qu'un chef soit écouté, il faut qu'au départ, il y ait des interventions, il y ait des possibilités de discussion. Mais après, il prenait ses décisions. Quand il avait pris une décision, elle était terminée. Ce n'était pas la peine d'essayer de le bouger d'un millimètre. Hein. Mais il avait écouté avant. C'est toujours pareil, de montrer de l'autorité. Mais c'est facile, ça. C'est pas très difficile, hein, de montrer qu'on est fort. Mais par contre, comment on fait pour que le collectif avance, hein, comment on fait pour que chacun s'y retrouve et que l'unité reste? C'était quelqu'un d'abord qui travaillait beaucoup. Les gens n'ont pas forcément cette vision du docteur Chollet, gros travailleur. Il a une capacité de travail considérable. Moi, j'ai le souvenir, et Jean Dionis aussi, de dimanche soir passé ici, sur la table de la salle à manger, à bosser les dossiers. Et puis, on partait vers 11h30, minuit.
Et le lendemain matin, 8 h, on retrouvait le docteur Cholet. Entre-temps, il avait trouvé le temps de bosser des dossiers. Quelquefois, il avait appelé dans la nuit pour demander une précision. Donc c'était un gros bosseur. Et c'était un perfectionniste inquiet. Donc jusqu'à la dernière minute, il retravaillait tout. Dur avec lui-même et dur aussi avec son équipe. Faut pas rêver. Hein. Faire attention à une petite musique de bon docteur qui a existé, mais qui est qu'une facette de sa personnalité. Vous pourriez en parler à ma femme il intervenait le dimanche dans les week-ends familiaux. Ça n'a pas toujours été simple. Nous, on était avec les petits gosses. Un foyer soudé, mais aussi des amitiés fortes, une appétence culturelle insatiable, ainsi qu'un goût pour le rugby et la gastronomie auront accompagné et nourri Paul Cholet toute sa vie. La table, avec toute la convivialité qui l'accompagne, a été le ciment de relations fertiles et durables. Tous les mois, c'était un rituel, donc M. Turiaf réglait le calendrier, ils avaient des protocoles toujours dans le sourire, toujours il y avait des gens très différents et ils se piquaient tout le temps, mais c'était toujours dans l'amitié, dans la finesse. Et ce que j'aime beaucoup dans cette génération de personnes, toujours dans l'élégance du mot, l'élégance des phrases. Et un mot n'était pas dit au hasard, quoi. C'était quelque chose de bien pensé. Malheureusement, aujourd'hui, la table a disparu. Elle est juste là, derrière nous. C'était leur table, donc ils venaient directement. Et si je peux me permettre, il y a eu une anecdote où un jour, on a eu un groupe qui ont squatté cette table-là. Ils voulaient absolument. Et on les a déplacés de 4 mètres. Mais ça a failli être la fin d'un protocole de quelque chose d'années. J'ai cru que je les avais perdus parce qu'il me dit ne le faites plus jamais. J'aurais fait goûter la lamproie parce que je savais que Michel Serres avait un rapport avec la lamproie, comme son père levait des cailloux et mangeait la lamproie. Je savais qu'il y avait une histoire avec la lamproie, je lui ai fait regoûter ma version. Elle me dit elle ne sera jamais aussi bonne que celle de ma mère, mais toutefois, elle s'y rapproche royalement. Ces conversations avec Michel Serres ont incontestablement marqué Paul Cholet. Le philosophe et lui se rencontrent, se découvrent et en viennent à nouer une relation fraternelle extrêmement puissante par l'entremise d'une autre figure culturelle à Genèse, Pierre Gardeil. Nos familles ont toujours été très liées depuis le moment où Paul est devenu pédiatre à Agen. Parallèlement, mon père était directeur à Lectoure d'un lycée où Paul a envoyé certains de ses enfants. Donc quand Serres est arrivé là-dedans, c'était aussi merveilleux pour Paul parce qu'il a pu davantage connaître ce philosophe qui finalement, jusque dans le début des années 70, venait, et même encore après, venait assez peu à Agen. Il venait l'été. Mais progressivement, il s'est rapproché d'Agen et aussi, grâce à Paul, il a fait la connaissance du Sporting. Il venait au match, il venait plus souvent à Agen. Quand il est entré à l'Académie française, Paul lui a organisé une conférence ici à Agen. Il est devenu une personnalité beaucoup plus agenaise, alors qu'avant il était quand même surtout parisien. Ils se sont beaucoup fréquentés tous les trois, beaucoup. Autant chez Michel Serres que chez Paul Cholet, l'amitié, c'est un lien qui est de l'ordre justement, pas simplement de l'humanité à laquelle on doit se conformer, mais également de la foi. On voit que, et Michel Serres n'a jamais dit, je crois, mais a fait progresser la foi dans l'intelligence de la culture. Et alors Michel Serres et Paul, c'est une amitié presque comme si c'était deux frères. Il l'amenait souvent dans ses coteaux du Duracois pour lui faire visiter ses terres ancestrales. Avec Michel Serres, ils se baladaient en bord de Garonne, ils étaient vraiment très complices. Et même dernièrement, quand Michel Serres a été décédé, c'est souvent que le docteur Cholet me demandait d'aller au cimetière de Gaillard pour se recueillir sur sa tombe. Et mon père devait reprocher à Paul, comme je l'ai vu reprocher à Jean Dionys, en exercice, de ne pas voter des lois plus chrétiennes, plus, voilà, dans le fil de ses convictions à lui. Mais lui n'était que prof. Il n'avait pas à gérer une collectivité et tout ce qui va avec la gestion du réel. Et donc là, il y avait des affrontements naturels entre l'intellectuel et celui qui est aux affaires. Ça fait que finalement, ça faisait des discussions extrêmement riches, extrêmement animées, avec toujours quand même une place laissée à l'humour,
à une polémique saine, souvent autour du rugby. Ils intimidaient même. Mais de cette intimidation, il fallait être franc avec eux. Et avec cette franchise, ben, il ne pouvait y avoir que du bénéfice. Que du bénéfice, parce que ce sont des gars qui aimaient aider les gens. Ils étaient très rigoureux. Moi j'aimais bien ces personnages qui pouvaient être durs par moments, mais qui avaient du sens aussi dans ce qu'est l'humain. Et Michel Serres était de l'autre bout du monde, il téléphonait, mettons, à Paul Cholet pour lui dire quel est le résultat d'Agen, est-ce qu'ils ont gagné, quoi. Vous voyez, c'est pour dire que ce côté de suivre les résultats d'une équipe de l'autre côté du globe, pour se dire, vous voyez, l'attachement à un club, le rugby, c'est une famille, c'est des copains, quoi. Et le mot copain, un jour, quelqu'un me disait, c'est celui qui partage le pain. C'est ni bonjour Michel, ni bonjour Monsieur Dussault, ça a toujours été bonjour patron. Et on avait un rituel entre nous, hein, à la fin du repas. C'est que j'allais leur amener une bouteille surprise d'Armagnac, en tant que bon gascon, ou de vieille prune. Et je leur posais le magnum sur la table, et ils se servaient eux-mêmes. Et ils adoraient parce qu'ils faisaient un petit tour chacun. Ils en buvaient très peu, mais ça faisait partie du jeu et des plaisirs qu'ils avaient à venir à cette table, et moi, de les voir heureux. Serviteur d'Agen jusqu'à son dernier souffle, Paul Cholet impressionne ses contemporains par l'héritage qu'il laisse. Celui d'un visionnaire en avance sur son temps, qui n'aura eu de cesse de construire le présent en pensant l'avenir. Un homme dont l'existence aura été guidée par une mission de service public, améliorer la vie des gens. Paul avait les pieds dans la glace et la tête dans les étoiles. Bon, c'était quelqu'un d'un esprit très large, très ouvert, très passionné par les choses mondiales, pas que nationales. Et il gardait cette notion de territoire. Et donc la mondialisation, oui, mais à condition qu'on garde bien le 47 dans les souliers, etc. etc. Voilà. Je m'inscris dans cette filiation à la fois donc centriste en termes de famille politique, démocrate chrétienne, si on avait à la définir de manière un peu plus idéologique. Et puis ça, c'est un petit peu au niveau des convictions, des idées. Et après, au fond de ça, c'est surtout un humanisme que j'ai appris auprès du docteur Cholet. La responsabilité personnelle, on ne s'échappe pas. J'ai du reste été très édifié par la manière dont il vivait ces dernières années, ces derniers mois. J'étais un peu fasciné par cette personnalité, parce que Paul, c'est assez rare, hein, gardait un très vif intérêt pour le débat intellectuel, pour la vie de sa cité. Je pensais qu'il allait, comme ça, avoir une fin d'un vieillard tel qu'on se les imagine. Or, pas du tout. J'ai trouvé que c'était un grand combattant jusqu'au bout. Et je me disais, mais bon sang, ça doit être dur, quand on est comme ça, de quitter la vie, alors qu'on est encore prêt à travailler encore tant. La famille Cholet, suite à ces obsèques, ont souhaité venir aussi à la table de Michel Dussault en hommage à papa, parce que c'est ici qu'ils savaient qu'il venait le plus souvent. Oui, enfin, la table, Paul Cholet fera partie de l'histoire de la table. Je ne sais pas si j'écrirai un livre un jour, mais il aura certainement beaucoup de lignes sur cette génération de gens qui font ce qu'est la table aujourd'hui. Mais pour être bien aujourd'hui, il ne faut pas oublier des gens qui ont fait l'histoire. Quand on lui disait, ouais, c'est tonton, quand il y avait une mauvaise année, je lui disais, c'est pas cette année qu'on va faire fortune. Il me disait, mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire fortune. Donc ça veut dire que la vie continue, hein. Il y a toujours quelque chose de plus important que l'argent, que la réussite. L'expérience de l'enfance que j'avais était première dans le service que je pouvais rendre à la collectivité. Et vraiment, c'était peut-être le domaine dans lequel j'étais le plus sûr de moi. Et
Pour le reste, j'ai beaucoup appris grâce aux autres, mais là, je crois que j'avais une longueur d'avance.